Bonjour Christine, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Oui, contente de faire votre connaissance, c'est la première Oui, fois qu'on se voit en visio. c'est ça, c'est la première fois. Et Ouais. j'avais un doute, je me dis mince, j'essayais sur mon téléphone en même temps, parce que sur l'ordinateur, je n'étais pas sûre que ça marche, mais si. Ça fonctionne bien, le son est bon, impeccable. D'accord. Voilà, alors ce soir, normalement, on attend Cécile et Florence. Oui, il y a quelqu'un qui a mis un message à l'instant qu'elle serait un peu en retard. Ah, alors attendez, à l'instant, je ne l'ai pas vu. Un message audio. Ah, Sophie aussi, d'accord. Sophie, oui, oui, elle l'avait dit, Sophie, qu'elle nous rejoignait aussi. Donc on sera quatre. Parce que comme je m'étais un petit peu embrouillée sur les dates, finalement, la semaine dernière, tout le monde n'était pas. Je sais plus, j'ai dit, bon, je vous propose une visio supplémentaire où on se focalise sur l'élémentaire. Et Voilà, c'est ça. voilà. Et après, les collègues qui sont en maternelle, du coup, n'ont pas forcément envie de nous rejoindre ce soir. C'est ça. C'est un Voilà. peu différent, c'est sûr. Ben oui, oui. Et vous, Christine, pourquoi les deux premières visios, c'est que les dates, vous n'étiez pas disponible? C'était ça le souci? Oui, bah, la première, je l'ai écoutée, oui, j'étais pas disponible, je l'ai écoutée en replay, mais la deuxième, j'avoue, j'ai pas eu le temps de. La semaine dernière, oui, j'avais noté le 16 et voilà, pas le 9. D'accord, Et puis, j'ai pas eu le temps d'écouter non plus celle de la semaine dernière. d'accord. Bonjour Cécile. Bonjour Céline, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Cécile. Et bonjour Florence. Bonjour. Ah, super. Je vous vois bien, je vous entends bien. Pareil de votre côté? Oui, oui. Super. Il y a Sophie qui vient de laisser un petit message apparemment pour dire qu'elle sera un petit peu en retard, mais on va commencer et puis elle nous rejoindra. Euh, voilà, Christine, c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire sa connaissance, donc c'est chouette. Ah, enchantée. On a pris l'habitude de se tutoyer. Alors, je ne sais pas Oui. si ça ne te gêne pas, Christine. Non, pas du tout. Voilà, C'est plus ok. simple. Est-ce que tu veux bien, du coup, nous donner un petit peu le contexte de ton contexte professionnel pour Cécile et Florence, pour nous les situer un petit peu? En fait, moi, l'année dernière, je m'étais mis à je suis enseignante en élémentaire dans le public depuis 2003. C'est déjà une reconversion professionnelle. Et l'année dernière, je m'étais mise à mi-temps parce qu'il fallait que je fasse un peu le point. Voilà, je trouvais plus trop de sens à ce que je faisais. Voilà, je ne savais pas si je voulais continuer ou pas. Et donc, bah, j'ai suivi la formation de Céline là, en cherchant justement des idées, des pistes pour faire autrement, pour trouver un peu de sens. Donc, j'ai trouvé la formation de Céline et puis bah, j'ai suivi, enfin, j'ai fait assez vite parce que j'étais à mi-temps, du coup, j'ai consacré pas mal de temps. Voilà. Et à la rentrée, là, j'ai pris une classe multiniveau, 4 niveaux, du CE1 au CM2. Justement parce que je voulais redonner du sens et je me disais qu'avoir les enfants voilà, sur 4 ans, bah, ça permettait de les suivre, d'adapter à leur s'adapter à leur progression à eux. Voilà. Et donc, bah, j'essaye de trouver mes marques, c'est pas forcément évident. Et puis, du coup, bah, j'avais plein d'idées, mais j'ai un peu de mal à me lancer concrètement dans ces idées qui bouillonnent dans ma tête, mais j'arrive pas trop à les mettre en. Enfin, j'ai un peu de mal à être en pratique. Du coup, je suis un peu perdue. Voilà. Je me mets la pression toute seule. Voilà, je suis pas très bien des fois, alors que c'est moi qui me mets la pression toute seule. Quoi, parce que je voudrais changer, j'ai du mal à lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Hmm. Oui, oui, c'est ça, parce que vous n'aviez pas commencé en septembre, mais au printemps, je crois. Oui, c'est ça, Euh, voilà, février, je crois, je sais plus. Enfin, c'est ça. Il y avait trois personnes, enfin, dont vous, Christine, que j'avais, enfin, je vous avais invité à nous rejoindre, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas les visios. voilà, Du coup, je vous avais toutes les trois invitées à nous rejoindre, même si vous aviez commencé un petit peu plus tôt. c'est Ah oui, ça. Amélie, Virginie et Christine, c'est ça. Voilà. Ouais. Cécile et Florence, vous voulez bien aussi en quelques mots vous présenter, comme ça Christine aussi aura votre contexte. Oui, alors donc moi c'est Florence. J'habite dans le sud de la France, à côté de Montpellier, et je suis enseignante depuis 2002 dans l'éducation nationale. Et cette année, enfin c'est la deuxième année où j'ai des CP en REP, en classe dédoublée. Voilà, donc pareil, besoin en ce moment de savoir un petit peu comment faire autrement, parce que j'étais en perte d'intérêt. Enfin, en tout cas, voilà, il y avait un moment là où j'ai besoin de rencontrer autre chose, quoi.
Voilà. Et toutes les deux, votre besoin de, quand vous dites perte de sens, perte d'intérêt, c'était, comment le formuler? Par rapport à ce que vous viviez ou est-ce que vous vous disiez, bon, là, ça fonctionne pas, il faut qu'on fasse autre, enfin, faut que je fasse autrement, là, ça, Oui, c'est j'essaye, mais ça, ça marche pas, quoi. c'est ça, c'est ça. Moi, je me dis, Euh, voilà, ça marche pas, quoi. C'est tout ce qu'on fait, ça marche pas. Oui, ça marche pas. Donc, Pas autant que vous aimeriez, en tout oui, cas, pas voilà, c'est autant que ça. ça devrait, quoi. Ça marche avec les bons élèves, mais avec ceux qui ont du mal, et ben voilà, ça marche pas. Et Mm. puis moi, aussi, j'avais pas forcément des collègues qui se posaient les mêmes questions que moi. Mm. Et du coup, bah voilà, aussi, essayer de changer des choses sur 1 an ou 2, voilà, ça suffit pas. Enfin, moi, ça Ouais. me suffisait pas en tout cas. Je rebondirai après que Cécile se soit présentée, je rebondirai sur cette histoire d'une seule année. Alors, moi, je suis près de Nantes. Je suis pas instite. C'est pour ouvrir des ateliers Montessori chez moi. Voilà. Donc, j'avais Moi, besoin de… Comment? j'ai pas précisé que moi, je suis pas loin de Céline, parce que je suis à côté de Tournu, à 100 km de Dijon. Ah oui, j'avais Ah oui, oublié. d'accord. J'avais oublié. Mm. Voilà, une belle expérience aussi, Cécile, le fait de lancer des ateliers. Et puis, c'est une expérience que je connais aussi, puisque ça fait 6 ans. Donc, voilà, 6 ans que c'est la première chose que j'ai démarré quand j'étais en dispo. C'était mes ateliers, le mercredi et les vacances. Juste pour rebondir, Christine, sur ce que tu as dit par rapport à je voulais avoir les enfants sur 4 ans. Et je le savais déjà, en fait, que pour moi, c'était une évidence de me dire que si on avait les enfants 2 ans de suite ou 3 ans de suite, on apprenait mieux à les connaître, ils connaissaient notre fonctionnement et on n'avait pas recommencé à chaque fois en repartant de zéro au mois de septembre. J'avais beau le dire, le penser, voilà. Hier, je suis allée dans une classe de petits moyens grands à Avallon. Ça, Christine, Avallon, ça doit te parler, à 1h30 de chez moi. Ouais. 1h15 chez moi. Et donc, j'ai observé la classe de Guénola qui travaille en Montessori depuis 3 ans, enfin 3 ans, mais c'est ça. Les deux premières années, elle était à mi-temps et elle n'avait pas petit, moyen, grand, pas le triple niveau. Et là, c'est vraiment sa première année à temps plein, en petit, moyen, grand. Et on n'est qu'au mois de novembre. Et j'ai halluciné, même si je le savais, le fait de le revoir encore comme ça. Désolée si je trouve pas mes mots ce soir, je suis très fatiguée, mais vraiment c'était flagrant. Je n'aurais pas pu croire. Enfin, je me suis dit, on est vraiment en novembre, c'est pas possible. Et elle me dit, oui, mais ces élèves-là, ces grandes sections-là, c'est la 3e année que je les ai pour la majorité. Et c'est vraiment le fait de pouvoir avoir les enfants 2 ou 3 ans de suite. Mais ça change tout. Et je pense qu'au niveau des enseignants, on ne s'épuise plus de la même manière si on les a plus d'une année. Parce que tout recommencer à chaque fois pour une année, c'est épuisant. Il faut déjà une période pratiquement pour se mettre en route, qu'ils connaissent notre fonctionnement et tout. Et puis voilà. Après, moi, j'ai eu plusieurs années CE2, CM1, CM2. Donc là, en fait, j'ai qu'un niveau de plus finalement. Ouais. Et oui, les CM2, la dernière année que je les ai eus, les CM2, c'est vrai que c'était une autre classe. Quoi. Ça tournait, voilà, c'était vraiment… c'est différent, oui. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien. Je ne sais pas pourquoi ma caméra ne veut pas se mettre en route. Ah, voilà. ça y est, on te voit. Bon, on a commencé du coup. Comme Christine, c'est la Oui, première oui, fois oui. qu'elle nous rejoint, on a repris le temps de se représenter un petit peu. Est-ce que tu veux dire vraiment rapidement ta situation professionnelle, où tu en es? Où j'en suis. Moi, je ne travaille pas en ce moment et je prends du temps pour me former parce que je voudrais monter un projet, une structure qui accompagne le milieu éducatif et notamment les écoles. Voilà. Et j'ai fait une formation en communication relationnelle. Pour le moment, c'est là où je suis sur le terrain parce que je suis bénévole pour une structure où la dame prend la retraite. Donc, il est question que je prenne le relais. Et c'est la méthode de Jacques Salomé. On utilise beaucoup de symboles et voilà. Donc, je fais des petites interventions dans les écoles pour le moment. Et voilà. Et je me passionne de plus en plus pour tout ce qui est neurosciences, pédagogie alternative. Voilà. Ok, merci Sophie. Alors, j'ai 2 questions. Enfin, vous m'aviez parlé de 2 questions. Cécile, c'était par rapport aux mathématiques et Florence par rapport à la lecture.
Dites-moi, Sophie et Christine, si vous avez des questions, combien pour que je puisse un peu bien gérer le temps pour ce soir. Je ne sais pas si j'ai des questions très précises. En fait, je viens déjà écouter ce que tu vas dire et puis après, peut-être D'accord. D'accord. Alors, du coup, Cécile, tu veux qu'on commence par ta question qui concernait les mathématiques? D'accord. Donc, il y a un petit garçon, enfin, le fils d'une amie qui vient chez moi. Et il en est déjà à l'abstraction, en fait, de l'addition et de la soustraction, mais avec 5 plus 10 et il fait pas les centaines. C'est juste des additions statiques. Et les soustractions, c'est très simple aussi. D'accord. Alors, moi, si je fais toute la progression Montessori, je vais courir après lui, quoi. Donc, je ne sais pas à quel moment il faut que je rattrape le truc. Parce que si je fais les... J'ai fait les perles dorées avec l'addition statique, mais j'ai encore les timbres, le boulier. Pour l'addition, il y a 4 étapes. Et ça, c'est juste statique. Hein. Non, après, il y a dynamique quand même. Et la soustraction aussi, 3 étapes au moins pour la statique et 3 étapes pour la dynamique. Donc voilà. Qu'est-ce que tu appelles 3 étapes pour l'addition statique? Et bien, il y a les perles dorées, les timbres et le boulier. D'accord, ok, d'accord. Alors, et cet enfant, du coup, voilà, il est déjà capable de faire des petites additions, des petites soustractions avec des unités et des dizaines. Oui. Ok. Moi, j'ai un avis, mais est-ce que vous voulez répondre à Cécile avant que je partage mon avis? Non? moi, j'avoue que après, moi, je ne fais pas du Montessori dans ma classe parce que je suis dans l'éducation nationale, parce que je n'ai pas le matériel, je n'ai pas les moyens de m'acheter non plus. Donc, ça ne me parle pas trop. Voilà. Moi, j'ai surtout, j'essaye de mettre en place les principes de Maria Montessori, voilà, mais avec les moyens de l'éducation nationale. Oui, donc pour l'instant, plus travailler sur ta posture, sur l'environnement, que sur le matériel à proprement parler. Voilà, c'est ça. Okay. Moi, je suis un peu dans le même cas que Christine. Je ne peux pas répondre là parce que je n'ai pas de matériel Montessori non plus. D'accord. Voilà. Ok. Sophie, toi, tu as des pistes ou tu veux que je me lance? Non, parce que moi, j'ai juste observé un petit peu le fait. J'ai un aperçu du matériel, mais je n'ai pas trop manipulé. C'est un peu tôt, quoi. D'accord. Moi, je ne suis pas formée 6-12, je suis formée en 3-6, mais en maths, la progression, elle va déjà tellement loin en maths dans le 3-6 Montessori que souvent, ça nous emmène jusqu'au CE1, CE2, voire plus. Puis, je me suis aussi intéressée au matériel qui suivait, parce que voilà, les maths, ça m'a passionnée, donc je connais un petit peu, puis j'utilise depuis 6 ans. Moi, Cécile, quand j'ai un enfant qui arrive aux ateliers et qui a déjà 7 ans, 8 ans, 9 ans, et forcément, il y a des choses qui sont déjà acquises. Je reprends quand même à partir du système décimal. Alors, pas les nombres de 1 à 10, évidemment, parce que souvent, ça, c'est acquis. Enfin, voilà, je m'en assure, mais a priori, les nombres de 1 à 10, c'est acquis. Donc, je recommence quand même à partir du système décimal en suivant la progression dans l'ordre, mais en m'autorisant des accélérations sur les étapes où je vois que je peux accélérer. Parce que là, tu parles d'addition, de soustraction, mais il ne l'a jamais fait avec des centaines et des milliers. Et dans la progression, nous, on ne fait pas des additions avec juste des unités et des dizaines. Il y a tout de suite les centaines et les milliers. Oui. Donc, voilà, si tu as bien la progression en tête, moi, à ta place, je repartirai quand même du système décimal en reprenant les choses dans l'ordre. Et tu verras les moments où tu peux accélérer, freiner, voilà, pour pas qu'il s'ennuie non plus. Et puis, voilà, pour pas lui proposer des choses trop faciles, bien sûr. Mais l'avantage de repartir quand même du début, c'est que ça te permettra de voir ce qui est solide, ce qui est bien consolidé et ce qui ne l'est pas. Et après, voilà, ça ne t'empêche pas d'accélérer quand c'est possible. En fait, il a 5 ans. Donc, effectivement, j'ai fait le système décimal, j'ai fait le change. J'ai fait la chaîne 2000. Bon, j'ai vu que c'était pas vraiment la progression, mais alors il s'est éclaté avec la chaîne 2000. Mais
Voilà. Mm. Voilà. Parce Je que suis prête. le temps d'apprendre à le connaître et de reprendre vraiment, tu vois, les choses dans l'ordre, moi, c'est vraiment le conseil que je te donne. Et après, peut-être que tu passeras moins de temps sur les additions statiques ou les soustractions. Enfin, voilà, tu pourras passer plus vite aux opérations dynamiques parce que tu vas voir que ça va tout seul. Mais voilà, tu pourras après accélérer. Mais je te conseille quand même de repartir depuis le début pour voir ce qui est consolidé et ce qui ne l'est pas. Oui, d'accord. Merci. Voilà. Alors, on passe des maths à la lecture, Florence? Oui, donc moi, comme j'avais dit, donc je ne suis pas du tout la méthode Montessori, même ce qu'elle propose en élémentaire en lecture, je ne sais pas. Donc, voilà, quand j'ai débuté là, en CP l'année dernière, j'ai écouté ce que proposait l'éducation nationale, notamment pour les REP, les classes dédoublées, avec Stanislas Dehaene, etc., comment ça fonctionnait, son déroulement de séances. Et pour l'instant, voilà, j'en suis là et j'aurais aimé savoir s'il y avait d'autres propositions à Montessori ou si vous en faisiez dans vos classes ou voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter ou en tout cas avoir un autre éclairage là-dessus. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles actuellement, du coup? Alors, souvent, je travaille au niveau de la découverte des sons souvent en 2 jours. Donc, il y a d'abord, alors je fais une phase collective avec la découverte du son, la présentation, la découverte. Ensuite, on lit le son collectivement, puis on fait le jeu du furet. Chacun lit une syllabe à la suite. Ensuite, il y a la présentation de l'écriture du phonème avec les syllabes. Après, qu'est-ce que je fais dans une deuxième phase? Oui, il y a les phrases qui apparaissent, les mots. Je fais la même chose après avec les phrases et après avec le texte. Entre-temps, j'ai pu faire des dictées de mots, de syllabes, de phrases. Voilà, le matin, c'est des séances courtes quand même, de 30 minutes maximum, le matin, l'après-midi, donc j'y reviens régulièrement pendant les 2 jours. En Voilà. séance collective. Alors souvent, la présentation au départ est en séance collective, 5 minutes, quelque chose comme ça, 5-10 minutes. Ensuite, une fois, par exemple, si j'aborde un nouveau son, je présente le graphème avec le son au tableau dans le TBI. On lit les différentes syllabes qui sont proposées, on fait le jeu du furet. Ensuite, j'explique comment on forme la lettre, comment on l'écrit. Donc ça, ils l'écrivent ensuite sur leur ardoise. Ça dure à peu près 5, grand maximum 10 minutes. Et ensuite, on passe aux ateliers. Donc, souvent, je propose un loto, il y a des phases de manipulation. Et grand maximum, cette séquence, elle dure 30 minutes. Et D'accord. ensuite, je reviens dans la journée, je présente une deuxième phase avec les mots. Et le deuxième jour, avec les phrases et le texte. Mais souvent dans ce déroulé-là. D'abord, présentation collective, et ensuite, les 20 minutes qui suivent, ça tourne en atelier. D'accord. Avec une méthode de lecture classique. Syllabique, oui. Oui. Je suis avec la méthode je lis, j'écris. Je ne sais pas Oui. si vous connaissez. Ça fait un petit moment que je n'ai pas remis, mais on est dans les méthodes de lecture. Mais... En fait, c'était une des lectures, un des manuels que proposait Dehaene quand j'avais écouté sa conférence. Parce que voilà, moi, je n'avais jamais fait de CP jusqu'à l'année dernière et donc j'avais besoin de savoir ce que, en tout cas, l'éducation nationale proposait. Bon, déjà, quand tu me dis que c'était une méthode recommandée par Stanislas Dehaene, voilà, je me dis c'est positif. Ok. Et est-ce que tu as déjà des élèves lecteurs? Alors là, oui, ça commence, mais ce que je trouve difficile pour certains, c'est qu'il n'y a pas l'enthousiasme de lire ou de découvrir. Et c'est ce que j'ai lu cet été, notamment dans les lectures de Montessori. Et donc, voilà, je me suis interrogée sur comment elle s'y prend en élémentaire pour qu'il y ait cette étincelle-là de l'enthousiasme, d'avoir envie. Autant pour certains élèves, la façon dont je fonctionne, oui, mais bon,
Est-ce que c'est parce que voilà, c'est les bons élèves qui essayent de faire plaisir et qui font? Et après, voilà, il y a les autres. Et là, en prenant de l'âge, j'ai plus envie ni d'ingurgiter, ni de tirer les élèves qui ont moins envie. Et donc, qu'est-ce que je peux leur proposer? Ou une autre façon de faire. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que Florence a dit? Enfin, je sais pas, moi, si j'ai bien compris ce que disait Maria Montessori, c'est qu'en fait, déjà, c'est trop tard, quoi. On a laissé s'éteindre la petite flamme qui fait qu'ils ont envie de lire, mais c'est plutôt dans leur vie. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, l'éducation nationale est complètement à côté de la plaque, un peu. Ouais, on peut arriver un peu trop tard quand ils sont déjà en CP, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce que j'ai lu. C'est ça, la période sensible du langage, elle est Ouais. souvent quand même un peu plus en amont. Et je me souviens, j'utilisais cette métaphore, c'est comme une fenêtre fermée et une fenêtre ouverte. Bah, à 4-5 ans, la fenêtre est ouverte, donc on peut rentrer voilà, facilement. Et à 6 ans, bah, si la période sensible est terminée et que la fenêtre est refermée, ça va être plus compliqué voilà, pour passer. Mais Florence, elle ne peut pas juste se contenter de ce constat-là, c'est trop tard. Non, évidemment. Évidemment. Donc il faut qu'on lui apporte des pistes quand même. Même si je suis d'accord avec vous, quand j'ai lu cet été le livre, effectivement, je me suis dit, oui, 6 ans, c'est peut-être un peu tard pour certains et la fenêtre est fermée, mais du coup, voilà. Et voilà comment faire maintenant. Du coup, moi, j'ai un peu le même problème dans d'autres matières que la lecture, quoi, pour le français. Enfin, voilà. Je me dis aussi que je pense qu'on a laissé passer les bonnes périodes où justement on leur a pas donné ce dont ils avaient besoin au bon moment et du coup leur enthousiasme il est tombé, quoi. Et un peu pour l'école en général, enfin pour toutes les matières scolaires en général, pas pour tous, mais pour un certain nombre, quoi. Ouais. Et du coup, on a le même problème, comment faire pour leur redonner envie, quoi. Ouais. Alors, moi, je me suis déjà posé la question, hein, si là, demain, on confiait une classe de CP, voilà, en maternelle, ils ont eu un fonctionnement traditionnel, ils n'ont jamais touché les lettres rugueuses, ils n'ont jamais, enfin, voilà, un fonctionnement traditionnel, qu'est-ce que je ferais? Alors, c'est un peu facile parce que je ne suis pas vraiment dans la situation, mais je pense que je tenterais quand même de me détacher d'un manuel. Alors, c'est vraiment un choix personnel, hein. Florence, je ne te dis pas, jette-toi dans l'eau, enfin, jette-toi demain. Mais moi, je pense que la progression Montessori, je la mettrai en place avec les CP, ou au moins au début. Parce que quand on voit en grande section à quelle vitesse ils vont retenir, comment dire, consolider 3 sons dans la leçon en 3 temps, quand on présente les lettres rugueuses, c'est 3 sons en même temps. Et ça peut aller très très vite en fait. Il y a 2 ans, j'étais en grande section et je leur présentais 3 sons et ils étaient hyper motivés et le lendemain, ils en voulaient encore plus. Je me rappelle d'une petite qui m'avait dit, elle arrivait au portail le matin, elle me disait même pas bonjour, elle me dit, tu m'apprends à lire aujourd'hui? Et alors, peut-être que l'enthousiasme de la grande section est un peu retombé, mais je pense qu'il faut voilà, se dire, croire en eux toujours et se dire, ils peuvent, cette motivation, elle peut revenir. On peut rallumer la petite flamme. Elle sera peut-être moins grande que l'année dernière ou il y a 2 ans, mais voilà, je pense que le fait de croire en ce qu'on fait et en eux, en se disant, oui, ils vont retrouver cette motivation, cet élan. C'est déjà une étape. Et après, moi, je tenterai, alors peut-être, ça serait un peu risqué là, de se dire, je mets voilà, ma progression de côté, je fais autrement. Mais pourquoi, Florence, tu tenterais pas sur un autre temps de les prendre du coup en individuel, mais vraiment 4 minutes. En plus, ils sont pas nombreux, je crois, 12, 13? Oui, 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 c'est ça. 12, ouais, c'est ça. Vous Ouais. avez ce point commun, Christine et Florence, hein. Florence, tu as 14 élèves. 14, 12 et 14, d'accord. Vu qu'ils ne sont pas nombreux, en plus, Florence, il serait 30, ça serait peut-être plus compliqué, vu que tu as ton fonctionnement traditionnel, enfin plus traditionnel en parallèle. Mais pourquoi ne pas tenter de les prendre un par un, quelques minutes, tu vois, est-ce que les autres pourraient être autonomes et faire autre chose à ce moment-là, en petit groupe ou seul ou pas?
Oui, c'est ce que je fais. Je les laisse en autonomie et puis j'en prends avec moi, voilà, comme tu dis. Sauf que je les reprends avec ce que je fais et j'aimerais faire autre chose comme tu proposes. Et par exemple, quand tu disais le français ou le langage en 3 temps, je sais pas, je connais pas ça, tu vois. D'accord, Donc, ouais. d'accord. La leçon en 3 temps. Oui, la leçon en 3 temps, voilà. Voilà, la leçon en 3 temps. Bah là, j'ai pas de matériel à côté de moi, zut. On va prendre 3 exemples. Je marque pour oublier. Donc, tu as tes 3 lettres rugueuses. Alors là, j'ai dit l, m, mais il pourrait y avoir un digramme, hein. Le ou, le ch, les digrammes. C'est quand il y a 2 lettres, on peut aussi les introduire. En fait, on ne les garde pas toutes pour la fin. Mais imaginons que là, tu choisisses l, m. Tu pourrais d'ailleurs reprendre des sons que tu as vus dans les semaines précédentes, tu vois. Ouais. Ou tenter l'expérience d'en présenter des nouveaux et voir ce que ça donne quand après tu fais ta séquence classique et voir ce que ça donne. Donc la leçon en 3 temps, tu as ces 3 lettres rugueuses devant toi, devant l'enfant, et tu vas tracer le son, tracer la lettre, en même temps que tu prononces le son. Voilà. On ne dit jamais le nom de la lettre, vraiment que le son. Donc par exemple, et l'enfant, il refait comme toi. Après, tu vas faire il va faire comme toi, il trace et il répète le son. S'il trace dans le mauvais sens, on recommence, tu vois, pour qu'il comprenne bien le chemin. Alors, ça va, mais si c'est le k, des fois, c'est plus compliqué, hein, le cas. Donc là, on va remontrer bien le chemin. Donc, tu traces tes 3 lettres, tu prononces le son et l'enfant répète. Hein, et donc, ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, ça va être, est-ce que tu peux tracer? Voilà. Des fois, le deuxième temps, dans la pédagogie Montessori, ça va être montre-moi. Mais là, montre-moi, c'est dommage, en fait, c'est trace, quoi. Est-ce que tu peux tracer l? Alors, si l'enfant se trompe et il est sur la lettre M et il fait l, là, tout de suite, on le redirige, hein. Moi, je prends sa main, je dis là, l. Voilà. Pour pas qu'il consolide une erreur, en fait. Ouais. Donc, le deuxième temps, c'est ça. Est-ce que tu peux tracer? Voilà. Il va tracer, tu vois déjà s'il arrive à tracer, à mettre son doigt sur la bonne lettre, et puis s'il trace dans le bon sens. Voilà, là, la vitesse dépend vraiment de l'aisance de l'enfant. Et avec des enfants, ça va tout seul, donc on va assez vite. Et avec d'autres, on sent qu'il faut quand même bien répéter, le proposer plusieurs fois. Et le troisième temps, c'est qu'est-ce que c'est? Donc, tu pointes du doigt et tu dis qu'est-ce que c'est? Et là, il doit te dire l. Pointe du doigt, par exemple, son p. Et qu'est-ce que c'est? Voilà. Et ça, Stanislas Dehaene, il en parle. Le document dont j'ai parlé la semaine dernière sur langage, écriture, lecture, il faut que je me dépêche de le mettre dans le contenu de la formation, parce que comme ça, vous pourrez regarder. Mais je l'ai sous les yeux, là. Je vais voir si je retrouve vite la situation de... Ah, elle est là. Stanislas Dehaene. Tracer la lettre en la prononçant renforce la mémorisation du tracé et la mémorisation du son. Et ce, tant pour les enfants ne présentant aucun trouble d'apprentissage que pour ceux qui en présentent. Combiner la prononciation et le tracé s'avère une excellente méthode. C'est une citation qui vient de son livre Apprendre à lire. Oui, c'est vrai que je l'ai lu, mais je ne mettais pas en rapport avec ce que tu as proposé là, ce que tu présentes là. Et du coup, les lettres rugueuses, tu les achètes, enfin, c'est les cursives que tu... Oui, en attaché, bien sûr, en attaché. Moi, à l'époque, je les avais fabriqués. C'est un matériel. Enfin voilà, les deux sont possibles, hein. On peut l'acheter tout fait. On peut quand même aussi le fabriquer, tu vois, avec du papier rugueux. Enfin, moi, j'avais. Et voilà, moi, je me dis que là, je t'ai parlé directement des lettres rugueuses, mais une question je me dis que j'ai peut-être sauté une étape. Est-ce que tes élèves entendent tous les sons dans les mots? Oui, ben justement, ouais. J'en ai 2 qui n'entendent pas les sons dans les mots. Voilà. Alors, ces enfants-là, tant qu'ils n'entendent pas les sons dans les mots, ils ne pourront pas aller plus loin. C'est comme si je te demandais de cuisiner un bœuf bourguignon alors que tu ne sais pas cuire des pâtes. C'est impossible, quoi, tu vois. Donc, tant qu'ils n'entendent pas les sons, ils sont bloqués, en fait. Donc là, ça vaut le coup que je reprenne avec eux la leçon en 3 temps, comme tu dis. Non, avant, pardon. En fait, je suis partie du principe que tes élèves étaient en CP, entendaient les sons, puis après, je me suis dit, mince, je lui parle des lettres rugueuses, mais est-ce qu'ils entendent bien les sons? Et l'étape d'avant, c'est le jeu d'analyse des sons.
Ah oui. Donc, on prend, tu sais, une boîte avec plein de petits objets miniatures, tu vois, Mhm. comme des petits Playmobil, des petites choses qui sont vraiment belles, tu vois. Et attends, je vais marquer 3 mots devant moi pour pas me perdre dans mon histoire. Je l'ai fait ce matin en plus. Cheval, lit et on avait un seau ce matin. Voilà. Donc, par exemple, tu prends ces 3 petits objets, cheval, lit et seau. Et au début, tu vas. Alors, dans la pédagogie Montessori, on entend souvent mon petit œil voit un objet qui commence par le son ch. Moi, depuis 6 ans, j'en ai marre de répéter mon petit œil voit. Donc, j'ai un peu changé et j'ai simplifié l'histoire. J'ai dit je vois un objet qui commence par le son ch. Et au début, ils peuvent être un peu perdus. Enfin, moi, je le fais quand ils ont 3-4 ans, je commence, hein. Voilà, vraiment, je n'attends pas parce que c'est un préalable vraiment indispensable. Donc là, la petite avec qui je l'ai fait ce matin, Keren, elle doit avoir 3 ans et demi, mais c'est pas grave, on commence, hein. Donc, je vois un objet qui commence par le son ch. Puis du coup, je l'aide. Cheval, lit, flo. Alors, si elle me dit lit, je dis est-ce que tu entends ch? Lit. Non, on n'entend pas. Mais au début, je vais vraiment l'aider. Et si je vois qu'elle n'y arrive pas, je lui montre cheval pour qu'elle répète en disant cheval. Bien prendre des objets qu'ils connaissent. Moi, dans ma petite boîte, j'ai un joli petit koala qui est très mignon. Mais en fait, si l'enfant ne sait pas ce que c'est un koala, et ben là, c'est pas possible, quoi, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, quand tu choisis tes objets, lui demandes avant de nommer. Qu'est-ce que c'est ça? Tu connais? À quoi ça ressemble? Voilà. Parce que des fois, entre moto et scooter, ben, tu vois, moi, c'était un scooter que j'avais, mais les enfants, ils disent moto. Donc, il Ouais. faut se mettre d'accord, quoi, en fait, hein. Oui. Mais voilà, des objets qu'ils connaissent. Et après, je vois un objet qui commence par le son L. Et voilà, bah, des fois, ils vont te dire li. Voilà. S'ils se trompent, comment ils ont dit tout à l'heure, c'était rigolo. Ça m'arrive de le faire aussi. Si par exemple, je dis li, et puis que l'enfant il me dit cheval, je dis ah bah non, on ne dit pas leval. Moi, je cherche. Voilà, pas forcément les premières fois, mais tu vois, après, ça les fait rire. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut durer 3 minutes, vraiment. 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Au début, on fait avec le son qu'on entend au début du mot. Après, quand on voit que l'enfant, il y arrive bien, on l'a fait plein de fois avec différents objets, des sons qui se ressemblent un peu plus, on va faire avec le son qu'on entend à la fin. Donc, dans mon exemple, toujours cheval, lissot, ça serait je vois un objet qui se termine par le son L. Alors là, c'est dur parce qu'ils vont te dire lit. Non, lit, je l'entends au début. Là, je veux L à la fin. Cheval. Je veux un objet qui se termine par le son O. So. O. Tu l'entends le O? Voilà. Donc, sons qui sont en début de mot, fin de mot. Et après, en milieu, n'importe où. Voilà, ça va être je vois un objet qui contient le son V. Cheval. Tu l'entends le V? Voilà. Et ça, en fait, voilà, il faut qu'ils entendent les sons. S'ils n'entendent pas les sons, comment après on peut leur demander bah, d'écrire avec un crayon, avec les lettres mobiles, écrire cheval. S'ils n'arrivent pas à faire cheval, bah, ils ne peuvent pas en fait. Tu vois, ils ne pourront ni l'écrire ni le lire. Vraiment, il faut qu'ils entendent les sons. Et attends, je pensais à autre chose. J'ai perdu mon idée en cours de route. Cheval, non, je ne sais plus. Voilà. Donc là, tu vois, moi, je pense que les 2-3 enfants qui n'entendent pas les sons, je leur proposerais vraiment tu vois, des petits temps très courts. En plus, tu peux le faire en groupe, là. S'ils sont 2 ou 3, ils peuvent le faire en même temps. Tu vois. Et ce que tu fais pour que l'enfant qui a besoin de plus de temps pour répondre ait quand même le temps de répondre, bah, des fois, au début, tu fais un peu en collectif, le temps de voir un peu comment il se situe. Puis après, moi, ce que je fais, c'est que je regarde vraiment un enfant en particulier. Tu vois, je ne sais pas que je tourne le dos aux autres, mais vraiment, ça se voit que c'est vraiment, j'attends sa réponse à lui, quoi. Et les autres, je suis en train de laisser lui le temps. Et, donc voilà, le jeu d'analyse des sons. Et puis après, je tenterai de leur présenter les lettres rugueuses avec la leçon en 3 temps. Même si tu les prends en individuel, les enfants, les autres vont avoir les oreilles qui traînent. Et des fois, tu sais, en petit, moyen, grand, on va présenter les lettres rugueuses à un enfant. Et en fait, les autres à côté, il y a d'autres enfants qui sont à côté. Et on ne se doute pas. Et quand c'est leur tour et qu'on leur propose des lettres rugueuses, en fait, il y a déjà plein de sons qu'ils connaissent.
Alors, on ne leur a pas forcément présenté, mais rien que le fait d'avoir les oreilles qui traînent, tu vois, la puissance de l'environnement, eh ben, ils les connaissent quand même, tu vois. Voilà. Et ça, Ouais, ouais, super. Oui, je vois oui, ça m'éclaire sur les lectures que j'ai eues, ton expérience là que tu donnes, ça m'éclaire sur la suite, comment je peux faire. voilà. Et qu'est-ce que tu penses s'il n'y a pas le matériel lettres rugueuses au début, qu'on fait des lettres imprimées plastifiées? C'est dommage s'il n'y a pas la différence De texture. de texture, tu Oui, vois. entre ça et rien. Et ça, Sophie, je les ai imprimées, tu sais, Ah les oui, lettres, je les ai mis ouais. sous film plastique, là, Et mais ouais, ils sont pas trop attirés par ça, tu vois. Donc, ouais. peut-être que Faut je vraiment vais... mettre la C'est ouais, ça. Faut pas oublier que si le matériel, s'il est beau, enfin, déjà, le matériel, il a été pensé, vous savez, étalonné. Pourquoi la tour rose, elle est rose? Bah, Maria Montessori, elle avait repris le matériel de Séguin et Itard. Elle a fait plein de tests, la taille, la couleur, voilà. Et du coup, bah, chaque détail a son importance, en fait. Et le fait que ça soit rugueux, voilà, ça, c'est important. Moi, à l'époque où j'avais fabriqué mes lettres rugueuses, ça fait 6 ans que je fais mes ateliers, donc peut-être 7-8 ans, j'avais pensé à ma fille qui était née prématurément et j'avais entendu dire que les bébés nés prématurément n'aimaient pas le contact avec le rugueux. Et du coup, je les ai faites en feutrine, moi, mes lettres rugueuses. Bon, ça marche bien aussi, hein, voilà. Il y a pas de... Toutes mes consonnes et mes voyelles sont en feutrine. Par contre, les 10 grammes, ou ch, en, un, tout ça, c'est en rugueux. Et ça n'a pas empêché les enfants des ateliers voilà, de maîtriser les sons. Mais voilà, si tu le fabriques ou si tu l'achètes, je te conseille plutôt quand même de prendre en rugueux, quoi. Oui, Voilà. mais je sais que c'est utile, mais par rapport aux enseignants qui n'ont pas du tout de matériel, tu vois, pas du tout commencer cette pédagogie et pas se bloquer pour des histoires de matériel. Je pense que c'est Ouais, important de ne justement. pas se bloquer, à garder Ouais, voilà, cette ouverture d'esprit. Mais après, il faut aussi une cohérence dans le matériel parce que chaque oui, petit détail compte. Si on voit du rouge et du bleu pour les consonnes et les voyelles et du vert pour les digrammes, mais après, les lettres mobiles seront de la même couleur. Donc, oui, c'est ça, il faut quand même penser, toujours avoir cette vision, ce recul, en se disant, bah, alors moi, là, j'ai le choix entre acheter 2 coffrets. Dans ce coffret-là, c'est les voyelles qui sont en rouge. Dans ce coffret-là, c'est les voyelles qui sont en bleu. Ah bah oui, mais par contre, j'ai déjà les lettres mobiles dans ma classe. Donc, ah oui, mais enfin, il faut que ça soit cohérent entre les deux, quoi. oui, je sais bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait, ouais, vaut mieux. C'est quoi l'expression vaut mieux fait que parfait, un truc comme ça, là, mais enfin, voilà, on peut toujours améliorer, mais il faut quand même toujours avoir cette conscience de, voilà, il faut que ça soit beau, que ça donne envie, et puis que ça tienne bien. Enfin, ma feutrine, moi, en 6 ans, elle n'a pas bougé, quoi. Et puis si à un moment, bah, il y a un petit bout qui se décolle, bah, tout de suite, on remet le petit point de colle, en fait. Parce qu'il ne faut pas que l'attention de l'enfant soit attirée sur le là, qui se décolle. Mais non, c'est pas ça qui est important, quoi. Donc, toujours essayer de garder le matériel quand même en bon état, pour pouvoir avancer, quoi. Voilà, je reparcours rapidement ce document-là pour voir s'il y a des choses qui me viennent, Florence. Mhm. Oui, donc les 10 grammes, en fait, on n'attend pas normalement. Les en, ou, un, ch, on, tout ça, normalement, on les introduit en même temps, en fait. Mais justement, par rapport au digramme, pour le che, faut que l'enfant ait vu avant le H ou pas? Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Au contraire, moi, je ne montrerai pas la lettre H et le digramme de manière proche, enfin, rapprochée dans le temps. Oui. Hugo, là, qui est en CP et qui vient aux ateliers le mercredi, bah, je pense que voilà, il a vu. On avait appris le ch il y a quelques temps. Il a dû apprendre que le H faisait pas de bruit. Enfin, ça y est, il mélange les deux, en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas si simple, quoi. Pourquoi le CLH, ça fait ch et le H tout seul, il fait pas de bruit. Donc, dès qu'il y a une confusion, un piège, on peut tomber, on espace dans le temps, quoi. Voilà, on va pas présenter le ch et le H en même jour, ça c'est sûr. Et par rapport à l'ordre, il n'y a pas d'ordre dans la présentation des lettres rugueuses. Donc Florence, à toi de voir si tu veux des fois représenter ce matériel pour voir si les sons sont acquis ou pas, ou si tu veux anticiper sur la progression des sons de ta méthode. J'ai 2 idées en même temps, il y en a une qui est en train de partir. Mince, attendez.
Oui, c'était ça. Mocha. Je voulais vous parler de Mocha et j'essaie de noter mes deux CD pour pas qu'il y en ait une qui s'échappe. C'est le problème du soir. Mocha. Ah oui, c'est ça. 2 sur 3. Ça y est, c'est bon. Les 2 idées sont notées. Ce matin, j'ai une petite fille on parlait de poney parce qu'il y avait un enfant qui faisait le puzzle du cheval et du coup la conversation est partie sur les poneys. Et Zoé, elle m'a dit ah oui, moi je fais du poney souvent, je monte Mocha. Et là, je me suis dit, bah super, quoi, on est en plein dans les lettres rugueuses. Du coup, j'ai dit, on peut en apprendre que 3. Mocha, on entend 4 sons, mais on va en choisir que 3. Il s'avère qu'elle connaissait le son A, donc impeccable. On a pris M, O et K. Et comme ça, je trouve que raccrocher, faire le choix de ces lettres rugueuses en fonction du prénom de l'enfant, du prénom du petit frère, de la petite sœur, du poney, du chien, ça les touche en fait. Je dis, bah là, tu vois, bientôt tu vas pouvoir écrire Mocha. Et du coup, elle était contente, quoi. Ça a du sens. C'est pas, voilà le paquet de lettres rugueuses. Bon, quand tu sauras tout ça, tu sauras écrire et lire. De toute façon, donner du sens, déjà, c'est la première des choses, je crois. Ouais. Si on arrive à faire quelque chose qui a vraiment du sens, c'est déjà plus les mêmes élèves, voilà, la motivation, elle revient vite. Enfin, C'est ça. elle est bien plus importante. Et puis, c'est pas toujours facile au jour le jour de faire des choses qui ont toujours du sens pour eux, mais ouais. Mais quand on peut, quand ils nous partagent quelque chose qui les touche, qui compte pour eux, moi je le note. Parce que alors je sais que je ne peux pas compter sur ma mémoire. Prise de notes, ça te parle, Florence. Mais alors maintenant, je sais qu'il faut que je l'écrive. J'ai mon petit cahier et là j'ai marqué Zoé, poney, Mocha. Parce que sinon, la semaine prochaine, il y a une chance sur 2 pour que j'ai oublié le prénom du poney ou que j'ai oublié qu'elle m'avait parlé de poney mercredi dernier, quoi. Donc voilà, je note tout. Et la deuxième chose, c'est que Florence, quand première fois tu vas présenter à un élève les 3 sons, évidemment tu lui demandes d'abord est-ce que tu connais ce son, est-ce que tu le connais, et on met de côté ceux qui le connaissent, s'ils le tracent bien, et puis tu vas te retrouver avec 3 nouveaux sons. Ça c'est le jour 1. Mais le jour 2, ou ça peut même être jour 1 matin, jour 1 après-midi, mais la fois suivante, tu vas reprendre ces 3 sons et tu vas lui dire, ça c'est les 3 sons que je t'ai présentés hier. Est-ce que tu te rappelles quels sons on entend? Et si l'enfant est capable de te dire en traçant correctement, l en traçant correctement et p en traçant correctement, tu peux prendre 3 nouveaux sons. Mais ça, c'est si c'est tout consolidé, c'est bon. Mais peut-être que sur les 3, il y en aura un qui l'aura oublié ou un qui tracera de travers, à l'envers. Et du coup, tu gardes ceux qui ont besoin d'être consolidés et tu mets de côté ceux qui sont déjà consolidés. D'accord. Et moi, j'ai un petit carnet pour noter, évidemment, parce que là, si on ne note pas, c'est impossible de s'en rappeler, quoi. Dans mon petit carnet, j'ai une page par enfant et je mets à chaque fois la date des 3 sons que j'ai présentés. Puis quand l'enfant commence à en connaître beaucoup, j'ai marqué connaît et là je mets toute la liste de ce qu'il connaît. Oui. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup. Voilà, sur la lecture, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Est-ce que du coup tes élèves commencent que tu as parlé de dictée de mots tout à l'heure, est-ce que du coup ils commencent à pouvoir écrire des petits mots Oui, souvent je les prends, enfin j'ai un atelier, les dictées muettes, et donc avec une image, il y a le nombre de lettres que contient le mot. C'est parfois des mots qu'on a déjà vus ou pas, et donc il y a des petites lettres à côté aimantées, et donc ils positionnent les lettres selon les sons, et puis après effectivement je fais aussi des dictées sur l'ardoise, soit individuelles, soit en commun. Alors ça peut être soit des syllabes, soit des petits mots, et là ça commence à être pas mal. Et quand ils le font avec les lettres aimantées, est-ce que c'est autocorrectif? Oui, il y a une page à côté sur laquelle il y a sur cette leçon, par exemple, il y a 16 mots, ils en choisissent 3, et il y a la correction à côté avec le numéro de la carte qu'ils ont choisi, et ce numéro renvoie au mot qui est écrit corrigé, quoi. Voilà.
Et ils ont compris du coup que voilà, il fallait déjà réfléchir et puis après s'auto-corriger pour Oui, je l'ai présenté, tu vois, pendant un petit moment quand même, hein, avant de faire ce lien entre faire d'abord. J'ai passé du temps individuellement avec. Il y en a qui n'y sont pas encore, mais ceux qui sont venus à cet atelier-là, il a fallu du temps, oui. Et là, pour certains, ça commence donc à venir. Oui. Ouais. Et tu parlais de l'enthousiasme tout à l'heure. Ce qui marche beaucoup, là, je l'ai fait avec Clara qui est en CP, c'est les petits, je crois qu'on appelle ça les billets d'ordre en Montessori. Donc, c'est des petites étiquettes. Alors là, ça coûte pas cher. Tu as juste à imprimer et plastifier si tu veux que ça dure dans le temps. Mais ça va être recule, éternue. Il y avait quoi tout à l'heure? Cache-toi. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Enfin, voilà, des petites actions du quotidien, en fait. Et alors ça, mais ils adorent, quoi. Cache-toi, elle s'est cachée sous la table, elle était trop contente, en fait. Ah oui, il y avait accroupis-toi. Puis à un moment, je me recule, je dis, mais Clara, t'es où? Elle fait, bah, je suis accroupie. Je dis, ah, mais oui, c'est vrai, tu viens de le lire, accroupis-toi. Et donc ça, ces étiquettes-là, ils sont seuls, ils le font seuls. Ils adorent le faire. Alors moi, des fois, je le fais avec eux, mais ils adorent le faire ensemble aussi après. Ah, voilà, oui. Voilà. D'accord. Là, il y a 2 ans, en grande section, ils le faisaient beaucoup ensemble. Alors, des fois, ça me surprenait. Je ne savais pas qu'ils avaient choisi ce travail. Et d'un seul coup, je voyais un enfant ouvre les rideaux. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, pardon, tu es en train de faire les tickets. C'est vrai. Parce que des fois, quand on s'y attend pas, c'est rigolo. Mais ça, ils adorent parce qu'en fait, c'est lire, mais pour faire quelque chose derrière. Parce que avant de pouvoir lire des histoires, quand même, il se passe quelques mois. Hein. Alors, il y a des petits livres, vraiment, enfin, il y a plein de petits livres dans la... Ah, d'ailleurs, dans la collection Montessori, j'avais lu un article. C'est une éducatrice Montessori qui listait tout ce qui existait. Hein, Nathan, Hachette, voilà, tous les petits livres Montessori qui existent. Et elle en disait 2, elle en conseillait 2 au final, qui étaient mieux. Florence, tu voudras que je recherche? Oui, si tu as la référence, oui, pourquoi pas. J'ai lu cet article il y a quelques jours, donc dans mon historique, je peux peut-être retrouver. Parce que bon, les petits livres, c'est bien, mais voilà, avant d'être capable de lire les petits livres, il y a ces petits billets d'ordre, je crois que c'est des billets d'ordre, et il y a plusieurs niveaux de difficulté. Sur le site de Céline Alvarez, on en trouve déjà plein qui sont tout faits. Après, moi, j'ai tout imprimé, mais il y a certaines phrases que j'ai mises de côté parce que selon l'environnement dans lequel on travaille, des fois, ferme les rideaux, si c'est des volets électriques, voilà, ça marche pas. Mais les digrammes sont en vert au début pour les aider. D'accord. Voilà. Kangourou, maintenant kangourou, c'est pas une bonne idée, mais ouvre les rideaux. Ouvre, bah, le ou, il va être en vert en fait pour que l'enfant le lise tout d'un coup en fait. Ou. D'accord. Oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà, les petits billets comme ça, ils adorent et puis après ils s'entraînent entre eux pour les lire quoi. Et, Et pour écrire, il peut y avoir la dictée d'objets aussi. C'est un peu plus Ouais. ludique. ouais. Tu veux expliquer du coup, Sophie? Je préfère que tu le fasses. Mais c'est des petits objets simples et je ne sais plus exactement comment on le présente. Si c'est eux qui choisissent l'objet ou... Alors, Non, je préfère que tu le fasses en fait. bah, ça dépend ce que tu appelles par dictée d'objet. C'est qui écrit, l'adulte ou l'enfant? L'enfant, Quand l'enfant écrit, dictée d'objet. Bah, c'est peut-être les dictées muettes en fait. Non, c'est pas de ça dont tu parles? oui, c'est comme les dictées muettes. Ouais. Parce que moi, ce à quoi je pensais, mais c'est peut-être pas ça dont tu parles, c'est quand Non. moi j'écris, moi j'ai une petite boîte avec des grandes bandes de papier déjà découpées. Il y a les ciseaux dedans, il y a le scotch, et puis il y a un stylo bleu ou noir, peu importe, un crayon de papier pour les lettres muettes, pour pas appuyer beaucoup, et mon stylo vert pour les digrammes. Et donc, par exemple, je vais marquer mur. Donc là, j'écris devant l'enfant. L'enfant coupe la bande de papier qui dépasse, et après, je lui mets un petit bout de scotch s'il n'arrive pas à le décrocher lui-même. Et en fait, il va coller son petit papier sur le mur. Non, moi ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient un petit objet, par exemple un petit bus, Ouais. et au début on peut l'aider à encoder. Qu'est-ce que tu entends? Il y a l'objet posé, c'est juste un peu plus ludique que Ah, il doit d'accord. Oui, écrire, je vois ce que il tu doit veux écrire dire. l'objet. C'est ça. Moi, quand j'en suis à l'étape des lettres mobiles, on va dire, quand pas encore Ouais. avec le crayon, mais on est à l'étape où l'enfant cherche les sons pour pouvoir les écrire, moi, Oui. je n'impose pas des objets. C'est possible de le faire, mais moi, je passe pas trop vite à cette étape. J'y passe que si l'enfant est bloqué, n'a pas d'imagination et est bloqué. Mais c'est toujours intéressant de leur demander avant ce que eux veulent écrire.
Oui. Parce qu'une fois, je me rappelle, pendant les vacances, un petit garçon, je voyais que aux vacances parce qu'il habitait Paris. Je sais plus son prénom. Et, il avait marqué, il avait essayé d'écrire Je vais chercher papa à la gare ce soir. Voilà. Donc, t'imagines, toi, tu lui dis écris bus, écris mur. Mais lui, en fait, c'était Je vais chercher papa à la gare ce soir. Et ça lui a pas fait peur, hein. Alors, voilà, c'était évidemment le chercher, c'était un peu compliqué, mais voilà. C'était, donc, je me dis, avant de les limiter avec un seul mot, des fois, plutôt leur Oui, laisser, tu vois, plus d'ouverture, plus de. Que le cadre soit pas trop serré. oui. Et pour mon histoire de mur, de porte, de bureau, piano, enfin tout ce qui est dans l'environnement en fait. Mais alors ça, ils ne s'arrêtent plus. Tu parlais d'enthousiasme, Florence. Moi, je les arrête plus, quoi. Ils veulent que je leur écrive plein de choses, plein de choses. Alors des fois, je regarde autour de moi et puis là, je me dis, oh, et elles sont où? Je ne les connais pas. Et elles sont où? Ah, je peux pas. Et, mais voilà, ils adorent. Et voilà, ma pièce des ateliers, à un moment, a été remplie de petits papiers partout. Et j'ai dit, bon, on va quand même en enlever un petit peu là, parce que le même mur avait 6 papiers. Mais voilà, aller scotcher pour le mettre au bon endroit, enfin, ça, ils adorent. Voilà. Ça donne du sens, quoi. D'accord. C'est pas juste écrire dans son cahier, voilà, pour progresser en écriture, en lecture, quoi. Voilà. Je parcours mon document pour voir s'il y a autre chose dont j'aimerais aussi parler. De toute façon, là, ce document-là, voilà, je vais le mettre, donc vous aurez toute la progression. Voilà. L'association entre le son et la lettre doit être explicite. Si personne ne donne le son de la lettre à un enfant, il ne peut pas le deviner. Et bien, voilà. Nanana. Et tu vois, pour qu'il retienne ce code, c'est comme un code secret en fait. Tu vois, le F, il fait F, le A, il fait A. C'est comme un code secret. Mais pour que l'enfant retienne ce code, il faut qu'il entende les sons dans les mots. Ah oui, et je sais pas, alors je sais que c'est une exigence dans les programmes, ça, l'histoire des syllabes. Alors je sais pas si du coup tu te plies à cette exigence ou pas, mais en fait, j'avais fait une vidéo là-dessus, je pourrais vous envoyer le lien. Je m'en suis rappelé, j'avais oublié cette vidéo, mais il y a une personne sur YouTube qui m'a refait un commentaire. J'ai dit, ah oui, c'est une vidéo sur la lecture que j'avais faite où j'expliquais pourquoi il fallait pas faire mouton, mais ou, on. Voilà. En fait, je sais que compter les syllabes, dénombrer les syllabes, c'est une compétence qu'on doit travailler en grande section, en CP, dans tous les sens. Mais, alors je ne dis pas de ne pas la travailler parce qu'on est obligé de respecter les programmes, mais de commencer déjà par aider l'enfant à entendre ou, donc les 4 sons qu'il y a dans mouton. D'accord. Parce que quand on veut écrire ou lire, bah, voilà, on a besoin de ce découpage, quoi. Voilà. Mouton, je ne sais plus ce que je dis dans la vidéo, mais voilà, pour moi, mouton, on a besoin de savoir qu'il y a 2 syllabes. Bah, quand on doit être en CE1 et qu'on va arriver à la fin de la feuille, qu'on n'a plus de place, et puis bah, mouton, oui, il faut le couper après la première syllabe, on ne peut pas couper n'importe où. Mais je ne vois pas en fait l'intérêt de connaître les syllabes avant quoi. Voilà, c'est pareil qu'avec le nom des lettres. Pourquoi leur apprendre le nom des lettres? On en a besoin, ou l'ordre alphabétique. On en a peut-être besoin si on cherche dans un dictionnaire, mais ça, c'est bien plus tard qu'on cherche dans un dictionnaire. Donc, il y a plein d'enfants en maternelle qui des ateliers, et puis voilà, qui disent le nom des lettres. Mais non, non, le nom, en fait, on verra ça plus tard, quoi. Ce qui compte au début, c'est le son. Et des fois, je leur dis ça parce que ils ont du mal à dire, bah, ma maîtresse, elle dit le nom des lettres. Alors, toi, tu dis le son, bah, en gros, qui a raison, quoi. Et du coup, quand je reprends leur prénom, donc par exemple Lisa, et je lui dis, quand ta maman t'appelle, est-ce qu'elle dit L-I-S-A à table? Et là, ça les fait rire. Je dis, bah non, tu vois, quand on parle, on dit pas le nom des lettres, on dit Lisa. On dit le son, en fait, Lisa. D'accord. Voilà. Est-ce que ça t'aide un petit peu à y voir plus clair? Oui, 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 notamment de reprendre ce que tu as dit avec les lettres rugueuses, etc. Je pense que ce sont des ateliers. Je ne savais pas trop, tu vois, où est-ce que ça se situait aussi dans Montessori. Mais effectivement, les élèves qui arrivent là ont suivi un cursus traditionnel en grande section, moyenne section. Et voilà, et pour certains, effectivement, l'intérêt de la lecture, alors qu'ils étaient très enthousiastes au départ, je vais apprendre à lire au CP,
pour certains là, de la classe, et l'année dernière, perdait un peu de son sens. Et du coup, là, avec ce que tu viens de m'indiquer, je vais essayer de le mettre en place tout en gardant encore la façon que j'ai de fonctionner, qui est le plan académique, parce que encore je ne suis pas assez à l'aise pour faire que ce que tu mentionnes. Mais effectivement, dans les ateliers de l'après-midi ou du matin, essayer d'introduire les lettres rugueuses et puis la leçon en 3 temps. Et le jeu d'analyse des sons pour ceux qui n'entendent pas bien Et, les sons. voilà, et les sons, oui. Et est-ce que vous savez que dans la pédagogie Montessori, dans la progression en 3-6 pour le langage, écriture, lecture, on dit bien langage, écriture, lecture. Mais c'est parce qu'en fait, l'écriture arrive avant la lecture. Et ça, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a appris du programme de l'éducation nationale. Mais en fait, les enfants vont commencer à écrire. Alors, écrire pas forcément avec un crayon, hein. Écrire avec des lettres mobiles, s'ils n'ont pas encore la capacité d'utiliser un crayon. Mais ils vont écrire avant de lire. Et ça peut durer plusieurs mois. Quand on disait l'exemple du petit garçon qui a dit « je vais chercher papa à la gare », il a écrit ça avec les lettres mobiles et il l'a écrit, mais il n'aurait pas été capable de relire ce qu'il avait écrit. Il l'a écrit parce qu'il se disait « je ». Alors hop, il a pris le J, le E. Et voilà. Et au début, d'ailleurs, il colle tout la première fois. Hein. Quand c'est les premières fois, ils vont coller tous les mots. Ils n'ont pas compris que dans une phrase, voilà, il y avait plusieurs mots. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire des fois pendant 3-4 mois. Et il ne faut pas les précipiter trop vite dans la lecture parce que ça va se faire tout seul, en fait. Voilà. Mais il faut vraiment qu'ils aient l'opportunité d'écrire des messages. Donc, tu vois, en fait, dans le langage écriture, lecture, le matériel, il y en a peu et il coûte pas cher. C'est pas comme en maths où en maths, on va pas fabriquer les unités. Moi, je dis ça. J'ai acheté mon gros paquet d'unités, j'ai fait toutes mes dizaines et mes centaines. Et 1 millier. Après, les autres, je les ai achetés. Mais en maths, on est obligé d'investir. Enfin, ça coûte un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel pour chaque objectif. Quoi. Alors qu'en langage, écriture, lecture, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et si tu as les lettres mobiles dans ta classe, voilà, une fois que tu les as, c'est pas hors de prix. Et avec très peu de matériel, ils vont pouvoir faire plein de choses quand même. Tu vois. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais, les laisser écrire au début, quand par exemple, s'ils mettent F au lieu de PH. C'est pas grave. Oui, ouais, mais c'est intéressant. Alors nous, ça nous choque. Hein. Nous, au début, par exemple, photo, j'ai pris une photo. S'ils vont écrire photéo, quoi. Mais ça, c'est vraiment... Le français, c'est super compliqué. Il y a je ne sais plus combien de sons et de... Ah, j'ai pas le chiffre là sous les yeux, mais c'est énorme, en fait, toutes les façons de faire un son. Le son « en », il y a 6 façons, je crois, de faire le son « en ». Donc, c'est pas comme l'italien, quoi. Un son, une lettre, un son, paf. Donc, si au début, ils écrivent photo, F-O-T-O, faut vraiment résister à la tentation de leur dire « Ah non, tu sais, le son F, eh ben, c'est comme ça qu'on le fait. » Non, parce que là, sinon, on les perd, on les décourage, quoi. Au début, il faut soutenir l'élan. Soutenir l'élan, voilà, il a réussi à écrire photo, quoi. Mais c'est... Voilà, l'orthographe, ça viendra après, en fait. Est-ce que je l'ai là, le nombre? Mais c'est impressionnant. Non, je ne le retrouve pas, là, comme ça. Il faut juste pouvoir lire ce qu'ils ont voulu écrire, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis des fois, on ne va pas soupçonner un enfant qui est... On ne sait pas en fait ce que cet enfant est capable de lire. Il va repasser à côté du travail d'un autre qui est installé sur le tapis, puis il va relire ce que le copain a marqué. Ah ok, d'accord, toi c'est bon, tu y arrives. Voilà. Et il ne faut pas sous-estimer, parce que des fois on se dit, oh là là, je travaille qu'avec un enfant voilà, ou qu'avec 2, et les autres, je ne m'en occupe pas pendant ce temps. Mais en fait, si c'est le bon moment pour eux, ils absorbent, ils entendent tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Et là, bon, là, c'est que des CP, mais je pense que l'effet de groupe, tu vois, ils vont avoir envie de s'entraider après, tu vois. Si toi, tu sais, tu es occupé, et puis qu'un enfant, il vient vers toi, puis il te dit, c'est quoi ce son? Et bah, toi, tu peux lui dire, bah, tiens, va voir un tel, il va pouvoir te le dire. Tu vois? Encourager, en fait, l'entraide aussi entre eux. D'accord. Merci. Voilà. Christine, toi, tu as des CE1, donc ces CE1, ils sont tous lecteurs ou il y a des choses qui te parlent? Non, ils sont plutôt bons lecteurs. D'accord. Après, moi, par exemple, là, après, je sais que c'est pas au créneau
Mais en sciences, par exemple, et comme ça correspond à ce que dit Maria Montessori, là, ils s'interrogent beaucoup sur l'univers, tout ça. Donc, je me disais, j'ai acheté des livres qui contiennent des grands récits là, de Maria Montessori. Et donc, je me disais, allez, il faut que je me lance avec ça. Mais j'ai un peu du mal, quoi. Déjà, je ne maîtrise pas énormément le sujet. Ce n'est pas un truc, moi, qui m'intéresse particulièrement. Et voilà, ça fait plusieurs semaines, je me dis, allez, je vais me lancer, allez, je vais me lancer. Puis, si j'y arrive pas, quoi. Après, avec toutes les petites expériences qui vont avec, après, là, les petits ateliers qu'on peut faire sur l'état de la matière, sur l'attraction, tout ça. Mais voilà, je n'ai pas encore réussi à passer le cap. Ah non, passer à l'action. Je pense à plein de choses en t'écoutant, passer à l'action. Vous avez vu, je ne compte pas trop sur ma mémoire de travail ce soir. Hein. Je note pour pas que l'idée se sauve. Est-ce que, donc, la première chose, les grands récits, j'avais interviewé Marie-Hélène Barbier sur le podcast et elle avait parlé des grands récits. Alors, j'ai plus le numéro de l'épisode en tête, mais vraiment, vraiment, elle avait vraiment partagé toute son expérience. C'était une mine d'or, cet épisode. Et je me rappelle qu'elle avait dit qu'il ne fallait pas les lire, mais les raconter. Oui, ça, à chaque fois, j'ai fait un ou deux ouvrages et à chaque fois, ils disent ça. Il faut raconter, pas lire. Mais alors, il faut s'entraîner avant. Ça demande quand même un peu d'expertise. Et du coup, je pense que si tu ne te sens pas à l'aise là-dessus, c'est peut-être pas la priorité, en fait. Il y a peut-être des choses plus faciles à mettre en place pour faire évoluer ta classe que de se lancer dans les grands récits, quoi. Parce que c'est quand même... après, je sais pas, moi, les sciences, c'est pas les sciences, l'histoire, tout ça, c'est pas le domaine où je me sens à l'aise. Et du coup, voilà, pendant mes ateliers, je me suis jamais lancée sur les grands récits, quoi. Soutenir l'intérêt de l'enfant quand il va nous parler d'astronomie, d'Égypte, voilà, lui apporter les livres où il pourra trouver ses réponses, oui. Mais si les grands récits, c'est pas quelque chose où tu te sens à l'aise. Après, je me disais, pour l'histoire, justement, pour commencer l'histoire, c'était bien, quoi. Mais c'est vrai que l'histoire, déjà, a priori, c'est pas non plus mon domaine de prédilection. Et dans les sciences, oui, la biologie, tout ça, oui, mais tout ce qui est astronomie, tout ça, non, ça n'a jamais trop été mon truc. Ouais. Et du coup, tu peux redire la dame qui a fait le podcast Marie-Hélène Barbier. Et ça date, hein, donc regardez dans les épisodes entre 60 et 80 peut-être, à peu près par là. Oui. En plus, tu l'as interviewée 2 fois. Oui. Et est-ce que c'était la première ou la deuxième? Je ne sais pas. Oui, il y a un piège. Je l'ai interviewée 2 fois, mais après le titre était Les grands récits. Oui. Voilà. Non, elle avait bien, c'était génial tout ce qu'elle avait partagé. Ça m'avait donné envie de m'y mettre, mais je ne me suis jamais mise parce que je ne maîtrise pas encore assez tout ça. Et après, en français, oui, que je me lance dans des ateliers de manipulation, de grammaire, tout ça. Là, c'est pareil, il faut pas mal de matériel. On peut le fabriquer, mais ça demande aussi pas mal de temps. Oui. Tous les petits symboles de grammaire. Ouais. Après, avant de se lancer dans la fabrication de nouveaux matériels, moi, je me dis, regardez votre matériel actuel, comment il est, à quoi il ressemble, voilà, de quoi il est constitué. Et première étape, c'est le transformer en autocorrection. Je ne sais pas si, Christine, tu utilises beaucoup l'autocorrection dans ta classe ou pas. L'autocorrection ou la correction, mais immédiate avec eux. Souvent, c'est ça. Je sais pas, je ramasse les cahiers, je corrige le soir. Comme ils ne sont pas nombreux, justement, ils viennent souvent me voir et on corrige ensemble, mais immédiatement. Oui, voilà. Alors, même s'ils ne sont pas nombreux, je pense que d'avoir des fiches autocorrectives, des cartes autocorrectives, peu importe, d'avoir l'autocorrection, ça peut être bien aussi pour leur apprendre, parce qu'au début, quand ils n'ont pas l'habitude, certains vont peut-être avoir un peu envie de se dire « Bon, allez, je regarde tout de suite, comme ça, au moins, on est tranquille. » Et c'est pas grave s'ils font ça un petit moment, ils vont vite comprendre que c'est pas consolidé, quoi, s'ils regardent la réponse tout de suite. Et aussi leur apprendre à devenir autonome, à se responsabiliser. Ah oui, là, j'ai vu que j'avais une erreur, donc je la corrige, mais c'est soit je comprends mon erreur et puis c'est bon, soit je la comprends pas et je vais demander de l'aide à la maîtresse, à un camarade, mais c'est pas, c'est bon, j'ai coché la case, je me suis autocorrigée, j'ai coché la case, c'est bon, on peut passer à autre chose. Non, il faut qu'après l'enfant comprenne pourquoi il a fait une erreur et voir s'il il comprend la correction, quoi.
Bah, déjà, là, au début, maintenant, ils reviennent sur leurs erreurs, mais au début, ils faisaient la grimace quoi, quand je leur disais non, mais là, il y a une erreur. Ou voilà, enfin, ils n'avaient pas trop envie de se corriger, quoi. Ils voulaient passer à autre chose. Non, non, ça ne sert à rien, quoi. Là, Et ça il y a, commence à venir, ça, déjà. ouais. Et Stanislas Dehaene, dans les piliers de l'apprentissage, il parle du retour sur erreur neutre et immédiat. Quand le retour de l'erreur vient de l'adulte, c'est rarement neutre. Parce que, C'est difficile. C'est vrai. voilà, même Je si pense on... souvent, je me dis, alors attention, pas avec certains en plus, plus qu'avec d'autres. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai que j'essaye de me dire, alors attention, le ton. Mais bon. Voilà. Mais c'est rarement neutre quand même. Donc, Bah oui, c'est oui, pour c'est ça sûr. que l'autocorrection écrite, oui, qui est plus visuelle, quoi. Il y a cet avantage, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Oui, sans déjà, forcément réinventer tout le matériel, se dire je fabrique les symboles de grammaire pour la nature des mots. Non, non, sans forcément partir dans du matériel que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas. Partir de votre matériel à vous, en fait. Qu'est-ce que vous faites déjà? Et juste rajouter l'autocorrection. Ouais. Voilà. Et par rapport aux évaluations aussi, j'imagine que voilà, vous faites des évaluations, vous ne pouvez pas y couper. Je trouve dommage, en fait, alors on fait l'évaluation, oui, pour savoir où en est l'enfant à un moment T, mais moi, je rajouterais quand même cette autocorrection. Alors, ça ne changera pas, faut pas que faut quand même qu'on sache voilà, ce que l'enfant a réussi à faire ou pas, mais je trouverais intéressant qu'une fois que l'enfant a fait son évaluation au stylo bleu, et ben, tout de suite après, on lui fournisse cette autocorrection, on corrige ensemble, et là, il s'autocorrige dans une autre couleur, en fait. J'en ai marre du vert, du rouge, quoi. Il s'autocorrige en violet et vous, ça ne vous empêche pas en fait d'évaluer ce qu'il a réussi à faire par lui-même, mais du coup, c'est pas 20 minutes ou une demi-heure de perdu parce qu'il a quand même ce retour sur erreur neutre et immédiat. Comment vous fonctionnez pour les évaluations? Alors moi, j'en fais de moins en moins. J'ai mis quand même en place un système de ceinture en fait de couleurs dans ma classe et du coup c'est ça qui valide des choses quoi. C'est pas quand c'est maths, je crois que je vais pas faire d'évaluation du tout. Et quand ils ont validé cette ceinture quoi, c'est ça l'évaluation. Mais après il n'y a pas d'autocorrection. Mm. Faudrait que je rajoute autocorrection, ça pourrait être bien. Et ouais, c'est ça. Repartir du matériel que tu as déjà et rajouter cette autocorrection au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et toi, Florence, tu nous en avais parlé un peu de l'évaluation une fois. Pas de notes, hein, c'est ça? Oui, pas de notes, et puis souvent des petits tests, souvent individuels par rapport à ce qu'ils sont capables de faire pour le réinvestissement ou autre. Mais pour l'instant, et je fais un peu aussi comme Christine après, parce que dans les grandes classes, je fonctionnais avec les ceintures. Et donc, c'est vrai que là, maintenant qu'ils deviennent plus autonomes et que c'est ce que je vais présenter quoi, aussi. C'est ce qui me sert d'évaluation, quoi. D'accord. Et Cécile, pas d'évaluation. Tu notes bien à chaque fois où en est chaque enfant pour te rappeler d'une fois à l'autre. Mais j'en ai 2 enfants, hein, c'est Ah, tout. que deux. Que deux, Ouais. d'accord. Oui, je note. Ouais. Et Sophie, t'es pas en classe, mais tout ce qu'on dit, est-ce que ça te parle? Oui, après, je veux bien, si elle a une précision sur les ceintures, comment ça fonctionne en fait. Moi, je pourrais pas vous répondre. Mais Moi, j'avais suivi une journée de formation sur la pédagogie un peu freinée et voilà, et des collègues qui fonctionnaient comme ça, qui avaient expliqué. Et du coup, j'avais démarré avec un matériel tout fait qui s'appelle Pidapi. Mais après, j'ai utilisé 1 an et ça ne me correspondait pas à ma progression. Enfin, moi, j'arrive pas à rentrer dans les trucs tout faits, il faut que je le fasse moi-même. Et donc, j'ai gardé le même système. Donc, moi, je fais un système de pré-ceinture, c'est-à-dire un petit test, un petit exercice court où les enfants ils testent leurs compétences. Et s'ils réussissent, ils s'arrêtent là. S'ils ne réussissent pas, ils ont d'autres exercices ou d'autres façons de s'entraîner sur cette compétence. Et une fois qu'ils ont validé tous les
pré-ceinture, parce que ça s'appelait pré-ceinture. Et ben après, ils passent la ceinture vraiment qui valide leurs compétences, quoi. Et le but, c'est de s'entraîner que sur ce qu'on ne sait pas encore, quoi. Pas de remplir des pages de cahiers ou d'exercices sur des choses qu'on sait déjà, quoi. Et c'est ce que je voudrais les amener, là, en plus, sur 4 ans, à ce qu'ils soient capables, eux, vraiment de dire, bah, ça, je le sais déjà, voilà, je me suis testée, je le sais déjà, et ça, je ne le sais pas, bah, je vais suivre la leçon, par exemple, au moment où elle aura lieu, cette leçon, bah, je vais aller. Voilà, mon fonctionnement idéal, ce serait ça, quoi. Que je m'inscris en quelque sorte un peu comme si je m'inscris. Moi, je dis, bah, tiens, je vais faire telle leçon à telle date, et les enfants qui se sont rendus compte qu'ils ne savent pas encore s'inscrivent à la leçon, et à la fin, bah, l'évaluation finale, c'est la ceinture, quoi. C'est encore d'autres petits exercices qui, cette fois, ont réussi sans aide. C'est peut-être utopique, mais… Oui, c'est une bonne idée. Et Christine, le fait d'avoir du CE1 au CM2, est-ce que tu marques, tu vraiment dans ta tête, c'est mes CE1, mes CE2, mes CM1 ou mes CM2, Non. ou un CM1, enfin c'est plutôt, tu avances plus quand même au rythme de l'enfant? Oui, c'est ça. Non, moi, justement, moi, mon rêve, c'était ça, justement, une classe ouverte. Il n'y a pas de CE1, de CE2. On en est là. À un moment donné, on en est là. Bah, peut-être que s'il en est là, il est au CM1. Et puis, il y en a un qui est au CE1 qui en est là aussi. Voilà. Non, voilà, non, j'essaye de marquer le moins possible les niveaux, quoi. Ouais. Après, je Et suis du coup, embêtée avec tous ces manuels qui sont estampillés CE1, CE2. Ouais. Du coup, je fais pas mal de photocopies ou de choses comme ça, parce que c'est quand même toujours embêtant, et pour les parents aussi, ils ont du mal voilà, à admettre qu'un enfant de CM1 il travaille sur un livre du CE2, par exemple. Bon, après, petit à petit, dans l'école où j'étais avant, je le faisais déjà et c'était très bien passé, mais là, comme je viens d'arriver dans l'école, j'y vais doucement. Ouais. Et voilà, mais je trouve que ça, c'est un gros problème, tous ces manuels aussi, enfin, tout ce qu'on met là, estampillé CE1 ou CE2. Voilà. et du coup, ils ont des plans de travail, hein? Oui, je fais des plans de travail aussi, ouais, voilà, avec le travail qu'ils ont à faire. Et justement, à ce moment-là, c'est pas forcément, c'est peut-être certains élèves, c'est peut-être un exercice de CE2 alors qu'il est au CM1, mais peu importe, ça, il savait pas le faire. Enfin, il fallait qu'il s'entraîne encore. Donc, ouais. Mais j'essaie de jongler entre tout ça, j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai un peu de mal. Je sais pas si c'est toujours très cohérent, mais voilà, j'essaie de faire au mieux. C'est le principal, de faire le Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais je voudrais, voilà, qu'il soit de… C'est pour ça que la pédagogie de Montessori, elle me parlait aussi que ce soit un peu plus individuel, enfin, individualisé. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Après, en 3-6, on leur propose quand même des présentations individuelles, parce que c'est par rapport au plan de développement, voilà, ils sont encore centrés sur eux-mêmes. Puis vers 5-6 ans, ils commencent à avoir envie de travailler avec les autres et pas être tout le temps tout seul avec leur matériel. Mais en 6-12, c'est plus le même plan de développement. Ils ont vraiment envie de travailler ensemble, de s'entraider, de partir dans des projets qui ont du sens, quoi. Voilà, j'ai envie d'aller visiter, je sais pas moi, n'importe quoi, aller voir comment le vétérinaire travaille, le vétérinaire d'à côté travaille, bon bah voilà, on organise la sortie, enfin, c'est plus… Oui, après c'est pareil, ils n'ont pas eu l'habitude, ça, moi, comme tu disais tout à l'heure, parfois ils viennent me demander, je dis, non mais ça tu peux aller le demander à un tel ou à un tel, moi je suis occupée là, puis lui il sait, il a déjà fait, mais ça par contre, bah, oui, ça vient petit à petit, c'est aussi souvent je suis un peu trop pressée, moi, impatiente quoi, que ça évolue. Mais là, l'avantage de les avoir sur 4 ans, tu vas voir vraiment l'évolution au fur et à mesure. Et au bout de 2-3 ans, les nouveaux qui arriveront seront portés, enfin, comment dire, Oui, par c'est ça. ceux qui sont déjà là. Ils vont se dire, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et hop, ils vont rentrer dans le fonctionnement très rapidement, quoi. Et puis parmi ces élèves, là, cette année, j'ai un élève au potentiel. Et lui aussi, c'est pas qu'il me bloque, mais c'est pas facile à gérer tout. Voilà. Donc, parfois aussi, je me lancerai dans un truc, je me dis, ah oui, mais lui, il va mettre tout ça en… Pas le bazar, mais enfin bon, voilà. Il est un peu quand même provocateur, un peu… Et c'est vrai que c'est pas simple non plus, lui, au milieu de tout ça. Alors, oui, j'ai lu des choses aussi pour lui, il faudrait des
des défis, tout ça, mais des défis, enfin, dans les livres, souvent, c'est de la théorie, il faut des défis. Oui, d'accord, mais quel genre de défis J'aurais voulu des exemples un peu concrets, quoi, mais je n'ai pas encore trouvé. Ouais, c'est en testant que tu verras ce qui marche pour 7 enfants parce qu'ils sont, enfin, on peut pas mettre tous les enfants au potentiel dans la Non, même case, ils sont non. tous différents et Après, lui, je l'ai déjà vu. Si je lui donne, il veut travailler, veut faire des exposés, bah, alors là, par contre, je peux le laisser, je pourrais le laisser, je pense, plusieurs heures. Il serait complètement à fond dans son truc, quoi. Mais il y a d'autres choses, il faut Donne-lui aussi. les grands récits. Comment? Donne-lui les grands récits. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, est-ce que je lui donnerais pas et je lui dirais, bah, tiens, tu vas nous présenter ça et je t'ai posé la question. Comme ça, c'est lui qui te forme. Parce que justement, sur le mélange des matières, là, à un moment donné, il faut faire des expériences sur l'huile, par exemple, qui ne se mélange pas avec l'eau, tout ça. Et à un jour, dans la conversation, il m'a dit, ah, tu sais que l'huile, elle ne se mélange pas avec l'eau, machin. Je dis, ah, mais ça, il connaît déjà aussi. Donc, oui, je m'étais posé la question à ce moment-là. ouais, mais si tu sens que préparer un exposé et faire un exposé devant les autres, ça le motive, enfin, il est enthousiaste et tout, profite, enfin, saisis cette opportunité. Hein. Ouais. Mais après, bon, il y a bien des moments où il faut qu'il participe aux leçons de grammaire, de conjugaison. Oui, bien sûr. Et là, Oui. c'est difficile, quoi. Ouais. Mais oui, ça demande un peu de lâcher prise, mais je te dis pas, voilà, il fait plus rien comme les autres et il fait des exposés Oui, toute oui, la oui. journée. Mais voilà, de temps en temps, saisir cette opportunité, voilà. Ah oui, oui, bah, c'est ce qu'on va faire là. Ouais. Bon, là, on va à la piscine 2 fois par semaine, ça nous prend beaucoup de temps, une demi-journée entière à chaque fois. Mais oui, après, je me dis, il faut vraiment que chaque semaine, on trouve un temps pour travailler sur les exposés. Et puis les autres aussi, d'ailleurs, ça leur plaît aussi. Là, le quadruple niveau, là, ça va être plus au fur et à mesure des mois et des années. Voilà, toutes les graines que tu vas semer, tu vas avoir des belles fleurs pousser au fur et à mesure. Ça, c'est chouette. Ça, j'espère. Ouais. Et toi, Florence, vu que tu es en REP, j'imagine que c'est impossible d'avoir d'autres enfants en plus du CP. C'est CP, point barre. Ah oui, 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 tout est cloisonné là. Donc, oui, surtout que donc, dans les REP, il y a le système CP, C20 dédoublé, donc les 2 classes. Et alors, même si dans mon école, j'ai de la chance d'avoir des collègues qui fonctionnent en classe flexible, qui sont vraiment intéressés par tout ce système-là. Après, on reste vraiment dans notre classe avec notre niveau. Et ça, c'est envisageable justement de faire des temps où vous mélangez les classes. Parce que quand j'ai écouté le podcast avec Marjorie, je pensais à ça aussi. Elle avait des CP, je crois, non? Non, elle avait des maternelles qu'elle faisait à Montessori et elle se posait la question si pour une année, ça valait le coup. Ouais. Et c'est quoi ta proposition, Sophie, de mélanger les classes? Ben, en fait, moi, j'ai vu plusieurs écoles privées où ils font ça, où ils ont des temps. C'est un enseignant d'une autre classe qui fait une activité, par exemple, où il est à l'aise. Il n'a pas toujours Ah oui, le du même décloisonnement, ce qu'on alignement. appelle Ça peut se voir comme ça et ça peut se voir par niveau aussi, entre CP-CE1, ceux qui sont avancés ou ceux qui ont encore qui auraient besoin de revenir un peu au CP. Sur une demi-journée, je ne sais pas. Après, ça dépend des enseignants. Là, pour l'instant, dans mon école, ça ne se fait pas. Après, les échanges de services, donc enseigner dans d'autres classes, pour l'instant, non, même si ça a pu se faire. Et par exemple, tu vois, au début de l'année, je recevais une petite élève de CM2 qui n'était pas régulière au niveau du suivi scolaire, de l'assiduité scolaire, et qui donc est arrivée en CM2 ne sachant pas lire, tu vois, par exemple. Donc, c'est une élève qui venait dans ma classe pendant le temps de lecture. Donc, septembre-octobre, elle est venue, donc à chaque fois que je faisais lecture avec mes CP. Bon, là, elle est de nouveau en absence assez régulière, donc je ne la vois plus. Mais voilà, ça, ce genre d'échange entre nous, c'est possible. Ensuite, mélanger les niveaux, comme on appelle, pour l'instant, non, quoi. Après, Ça ne se fait pas, quoi. Voilà. à l'époque, de mes premières années, il y avait beaucoup ça. L'instit de CE2 allait faire l'histoire dans la classe de CM1 et l'instit de CM1 allait faire les sciences. Et après, quand j'y repense, là, maintenant, je n'avais jamais posé la question. Je n'avais jamais repensé à ça. Mais
c'est super compliqué en fait. Parce que là, l'interdisciplinarité, si on parle d'un sujet en histoire et qu'on veut faire du français avec, on ne peut pas parce qu'on n'a pas fait l'histoire. Et en plus, on ne les connaît pas, les enfants, on les voit 1 heure par semaine, donc on ne peut pas rebondir sur ce qu'on a dit avant, on ne les connaît pas. Enfin, ça ne me paraît pas idéal. Au début, c'était plus pour mélanger les niveaux que je n'avais pas parlé de ça, mais en interdisciplinaire, c'est vrai que c'est dans des écoles où ils se connaissent, ils connaissent les élèves même qui ne sont pas dans leur classe. Après, un peu, mais je trouvais ça vraiment désagréable. Enfin, ouais, c'était pas agréable parce qu'on ne connaît pas les enfants ne nous connaissent pas, ils ne nous reconnaissent pas non plus comme leur enseignant vraiment, et je trouvais ça compliqué, quoi. C'est ça. Pas, non. Puis en Montessori, on ne peut pas ça du tout parce que ça serait vraiment, c'est bizarre, quoi. Oui. Oui, nous aussi, on a arrêté dans toutes les écoles où je suis passée. Ça a été à un moment donné quelque chose qui avait été lancé. Et puis, ni les enfants ni les enseignants n'étaient à l'aise dans ce système-là. Donc, du coup, ça n'a pas perduré. Ok. Est-ce que vous avez du coup une dernière question ou il nous reste 10 minutes un dernier point que vous aimeriez aborder? Moi, là, je suis en train de voir qu'en fait, quand cette classe de CP là, qui est charnière au niveau de l'éducation nationale, en fait, ce que propose, les activités que propose Maria Montessori dans la tranche 3-6, elle, notamment en mathématiques, tu faisais part de ça, elle s'étend quand même un peu plus loin, parfois 7-8 ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression, en t'écoutant, en ce que tu proposais, que c'est étendu aussi par rapport à cette tranche d'âge qui n'est pas vraiment cloisonnée. C'est plutôt… C'est ça. C'est à l'époque où je faisais aussi des formations en présentiel sur langage, écriture, lecture et mathématiques, 3-6 du coup, j'avais des enseignantes de CE1 ou CE2 qui s'inscrivaient. Parce qu'en fait, le 3-6 Montessori, c'est du 3-8 dans l'éducation nationale. Parce que comme on profite de la période sensible des enfants au bon moment, l'environnement préparé est préparé au mieux pour que l'enfant absorbe avec l'esprit absorbant. En fait, quand on leur permet de développer leur plein potentiel, ils peuvent aller beaucoup plus loin que dans l'éducation nationale. Ils ont la même enseignante 3 années, il y a le multi-âge, toutes ces conditions font que du coup l'enfant va plus loin. Alors, c'est pas parce qu'ils ont la possibilité d'apprendre à lire à 4 ans, ça ne veut pas dire qu'on va tous leur demander d'apprendre à lire à 4 ans. Mais en tout cas, ils ont cette possibilité-là. Donc, du coup, ils vont quand même des fois beaucoup plus loin. Et en mathématiques, si un jour, si tu veux te renseigner, Florence, sur le matériel de mathématiques, commence par les guides Montessori pas à pas 3-6. Alors, il y aura la partie les nombres de 1 à 10 qui, quoique, des fois encore en CP, ils ont encore besoin de nombres de 1 à 10. Oui. Voilà, mais du coup, tu auras le système décimal, l'étape de Seguin, la mémorisation des opérations. En gros, la progression de 3-6 en CP, tu vas être en plein dedans, quoi. Oui, voilà, je n'osais pas te parler des mathématiques parce que j'avais vu l'heure, mais tu réponds. Donc, d'accord. Donc, en fait, oui, moi, je me situe plutôt dans la tranche Montessori 3-6, quoi. Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Et Christine, par rapport à la formation, du coup, tu avais terminé tout le contenu comme tu avais commencé un petit peu avant? Oui, je crois que j'avais terminé. Et justement, alors par exemple, pour les mathématiques, comme moi, je pourrais quand même amener du matériel, même s'ils ne l'ont jamais vu avant, même qu'ils sont déjà au CE1. Oui. Après, c'est un peu ce que je disais au début à Cécile. Par exemple, se dire, bon, là, ils sont en CE1 ou CE2, j'attaque directement avec les timbres. Non, en fait, parce que les unités sont en vert, les dizaines en bleu, les centaines en rouge, les unités de mille en vert. Et ce code couleur, il est là depuis le début, en fait, avec le système décimal. Donc, pour moi, il faut repartir du système décimal. De toute façon, Oui, de toute façon, il n'est pas forcément acquis. non, quand j'étais même maître CE2. c'est ça, il y a 2 ans, quand j'étais en grande section et maître E, tous mes collègues m'envoyaient des enfants en mathématiques, c'est le système décimal. Je faisais ça toute la journée. C'est ça. Et donc, voilà, CE1, évidemment, il y a des enfants pour que CE2, CM1, CM2, tu vas tout de suite voir que c'est acquis. Mais oui, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais
Mais Oui, mais voilà, bon, ne pas commencer directement par les timbres, parce qu'ils sortent d'où les timbres? Puis après, tu as le boulier ou les éprouvettes pour faire des divisions. Bah oui, mais alors, enfin, tu vois, on passe à l'abstraction au fur et à mesure, et il y a une nouvelle difficulté à chaque fois dans le matériel. Avec les éprouvettes pour faire des divisions, c'est génial ce matériel. Bah, c'est la petite perle rouge qui va représenter la centaine, tu vois. Alors que dans le timbre, avant, c'était un carré avec écrit 100 dessus. Et encore avant, c'était la plaque de 100 où on pouvait compter les 100 perles. Donc, tu vois, si tu arrives avec les éprouvettes pour faire des divisions, il va leur, enfin, c'est comme si il va manquer des choses, en fait, ça va pas être complet. Tu vois, je pense qu'il vaut mieux passer vite sur le matériel du début, mais leur montrer quand même pour que dans leur tête, ils puissent faire ce lien entre la centaine où on pouvait compter les 100 perles, le timbre avec écrit 100, et après la petite perle rouge qui représente 100, quoi. Moi, j'ai acheté le guide pas à pas Montessori, mais 6-12, là. J'avoue que j'ai pas pris le temps de me plonger dedans parce que c'est assez. Dense. Oui, voilà. Ouais. Et c'est compliqué de plonger dans le guide 6-12 si on n'a pas du tout Oui, de voilà. point Aussi. d'appui, point de repère pour le 3-6. Ouais, c'est ça. Parce que le matériel aussi, voilà, si on ne connaît pas, Ouais. oui, il faut qu'on va commencer au début. Enfin, pour moi, déjà, il faudrait que je commence au début. Mm, mm. Ouais. Bon, bah écoutez, si vous avez plus de questions, on s'arrête là pour ce soir. Ben oui, super, merci. Ouais. Euh, et puis moi, je suis en train de préparer un petit questionnaire là que je vais vous envoyer bientôt pour un questionnaire de milieu de formation. Du coup, pour avoir votre feedback, parce que le feedback, c'est ce qui fait progresser. Donc, voilà, avoir votre feedback. Et le 3 décembre, je fais mon webinaire sur le langage. Certaines d'entre vous, je crois, étaient là pour le webinaire sur l'esprit absorbant au mois de septembre. Et là, j'en fais un le 3 décembre sur le langage. Euh, et donc, le contenu, vous l'avez déjà dans la formation. Mais si, voilà, si le langage, c'est plus langage en maternelle, mais si le contenu, vous voulez le réentendre, du coup, voilà, le webinaire, ça peut être l'occasion de réécouter. C'est le soir? Non, c'est un samedi matin à 10h, parce Ah que le oui. soir, j'ai du mal et voilà, j'ai 200 inscrits, alors je me dis le soir à cette heure-là, si je dis un mot pour un autre, ça sera mieux le samedi matin. Voilà. Mais, Moi, je serai pas là. mais bon, après, de toute façon, je publie aussi le replay, donc vous pouvez, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez le revoir en replay aussi. Et là, c'est plus maternel, donc ça vous intéresse peut-être un tout petit peu moins, surtout Florence et Christine. Non, non, mais c'est intéressant aussi puisque là, je vois qu'il y a ce lien-là que tu disais là, avant de commencer donc à comprendre ce qui se passe en élémentaire, il faut avoir la base de la maternelle. Donc, en fait, C'est ça. Et ce que j'ai pas dit, Florence, pour pas te décourager par rapport à tes élèves, mais c'est que avant l'écriture et la lecture, il y a le langage. Et si le langage, il n'y a pas une fondation solide, oui. tu peux pas, t'as pas de baguette magique, quoi. Oui, oui. Et je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, j'avais regardé une conférence là-dessus. Non, je peux pas la partager comme ça parce que c'était une conférence payante. Mais ce que je veux, en fait, c'est me prendre des notes et faire une vidéo pour en parler, parler de ce sujet. Mais j'ai plus le chiffre en tête, mais vraiment, c'était flagrant que l'acquisition du langage, si l'enfant est dans un environnement riche, où on va utiliser des phrases construites, où on va lui parler régulièrement, tout ça, en fait, c'est indispensable après pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Donc, si un enfant se retrouve après en difficulté dans cet apprentissage, il faut. En fait, la cause, c'est le langage, quoi. Donc, si tu as des enfants en REP, j'imagine qu'ils n'ont pas forcément tous baigné dans un environnement extrêmement Ah riche. non, 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 là, sur les 12, oui, puis souvent, c'est des communautés qui viennent, donc qui n'ont pas le langage. Le français n'est pas leur langue Voilà, maternelle. le français n'est pas leur langue maternelle, donc c'est vrai que on passe du temps sur le vocabulaire de base, quoi. Ouais. Qui encore n'est pas acquis. Donc, alors, je regarderai aussi ce qui est proposé en langage. Le vocabulaire, c'est quand même aussi un gros souci à tous les niveaux, quoi. Même au CM1. Compréhension de texte. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une grande partie du vocabulaire qui n'ont pas. Alors, difficile de comprendre un texte ou un énoncé de problème. C'est ça. C'est la base. Voilà. Et après, ça, c'est à chaque fois que j'ai fait des formations dans l'éducation nationale, j'ai
eu l'occasion de poser la question comment on travaille le vocabulaire, ou jamais eu de réponse. Ouais. Si, Moi, alors, j'ai des réponses pour la maternelle, mais pour enfin, CP, CE1, CE2, etc., j'en ai moins, quoi. mais c'est vrai que oui, il faudrait revenir à la base, quoi. C'est ça. Mais après, voilà, la plasticité cérébrale est quand même plus importante aussi entre 0 et 6 ans. Donc, on peut pas, enfin, c'est jamais irrécupérable, mais ce qui n'a pas été construit Oui, entre 0 et 6 ans, voilà, c'est difficilement rattrapable après, quoi. Enfin, la plasticité cérébrale diminue, donc voilà. Ouais. C'est jamais trop tard, mais quand même, ces années-là, elles sont super importantes. C'est sûr. Bon, bah, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Florence, je pense Oui. que tu as Merci. tout Oui, écrit, ça tu c'est as cogité. ah ouais, super. Ça m'a redonné envie là, parce que j'étais dans un moment un peu particulier. Et pour que tes élèves aient envie, il faut qu'ils sentent que toi, tu as envie aussi. Exactement. Donc super. Et puis, bah, bonne soirée à toutes. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir.